Leçon 2, du bloc opératoire à la stratégie marketing. Comment je suis arrivé dans l'industrie de la santé? Tout simplement parce que j'avais touché un peu de près et de loin dans mes études le côté scientifique et le côté médical. Comme certains, j'avais tenté P1 et puis pour diverses raisons, j'ai pas réussi. Voilà, et cette expérience a aussi été positive dans le sens où ça m'a montré le travail intense. Voilà. Après, j'étais pas forcément fait pour le bachotage et je suis plus inspiré par les exercices de réflexion que du bachotage pur et dur. Et c'est vrai que j'ai jamais aimé trop la compétition dans ce. Ouais, la sélection et la compétition, c'était pas quelque chose dans lequel j'étais très à l'aise du tout. C'est un exercice pour moi intellectuellement difficile. C'est pas quelque chose que j'apprécie trop. Voilà. Alors après, j'ai été très modeste. Fort de cette expérience et d'autres expériences en biomécanique et ça m'a donné la possibilité d'aller travailler dans des blocs opératoires et j'ai trouvé la sphère bloc opératoire fascinante. J'ai eu, encore une fois, c'est comme je disais, c'est des rencontres. J'ai eu la chance de suivre des interventions où le patient était au bloc pendant 6 heures, ouvert sur 3 parties de son corps, avec des prélèvements osseux, des greffes d'os et là ça. Bon, peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent ça, mais à l'époque, j'avais été fasciné par la dichotomie en fait entre le corps qui est une machine et l'esprit. Parce que quand tu es au bloc opératoire et que tu vois un corps inanimé, ouvert de toutes parts, avec des gens qui travaillent, qui interviennent, tu vois le patient se réveiller. Et le lendemain, tu as la capacité et la possibilité de t'entretenir avec le patient. Tu as vu le patient inanimé, ouvert de toutes parts, retourné par les équipes. Et le lendemain, tu le vois dans sa chambre, assis, et tu peux lui parler. Et tu prends conscience, en fait, que il y a bien une machine, le corps et l'esprit, et que c'est 2 choses différentes. C'est complètement fascinant et philosophiquement, ça appelle beaucoup de questions. J'ai commencé ma carrière tout simplement dans les ventes en tant que commercial. C'est l'école de l'humilité. L'école de l'humilité, il faut être bien organisé, être crédible. Et puis construire du relationnel. Construire du relationnel, ça veut dire s'intéresser aux autres, s'intéresser à leur travail, savoir connaître leurs sources de stress, leur emploi du temps. Et là, c'est la première leçon, c'est-à-dire qu'il faut comprendre la personne et savoir être transparent, savoir construire des liens réels basés sur du concret. Alors j'ai fait ça juste quelques années, ça a été très rapide. Après j'ai pu bénéficier de promotions et je me suis intéressé au marketing donc le marketing c'est la science de l'histoire, c'est comprendre comment on peut raconter une histoire entre les besoins des clients et la différenciation de produits. Et c'est vrai que quand on commence le marketing, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que le marketing? Quelle est la définition du marketing, etc. Et c'est des choses qu'on comprend pas du tout au départ, même en ayant un diplôme de l'ESSEC. Ça reste très théorique et il faut des années de pratique pour comprendre ce que c'est que le marketing finalement. Et j'adore discuter de ça avec des candidats quand je reçois des candidats pour des postes. J'adore discuter de ça sur qu'est-ce que c'est que la définition du marketing, à quoi sert le marketing. Et c'est vrai que dans les années 80-90, le marketing c'était quelque chose d'extrêmement noble. Tout le monde voulait faire du marketing.
Aujourd'hui, force constater que c'est des choses qui ne sont plus forcément toujours dans le sens des choses. On a du mal à recruter des très bons marketeurs, à vrai dire. Le marketing, ouais, c'est la science de raconter des histoires. Quand je dis la science, c'est parce que il n'y a pas de méthodologie. Il faut avoir une certaine sensibilité et il faut avoir une adéquation entre la formule produit, le besoin, il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire et il faut des années pour avoir un esprit marketing. C'est pas quelque chose que l'on a de manière comme ça, inné après 3 cours. Philippe fait partie des personnes qui ont construit la plus grande partie de leur carrière au sein d'une seule et même entreprise. En l'occurrence, il s'agit d'Abbott. Au fur et à mesure des épisodes de Mentor, je commence à percevoir le point commun de toutes ces personnes. Il existe entre elles et leur entreprise un vrai alignement des valeurs, de la vision et de l'ambition. Mais je laisse Philippe vous en dire plus. Donc je suis arrivé et j'ai compris la philosophie de la société, les valeurs, et puis j'ai été extrêmement bien accueilli. C'est ça qui m'a marqué, c'est que dans mes entreprises précédentes, j'avais pas eu forcément un accueil aussi sympa que chez Abbott. Abbott est une société assez généreuse avec ses collaborateurs. Et quand vous avez la chance d'avoir un plan d'accueil sur plusieurs mois où on vous fait des séminaires de finance à Londres, des séminaires justement marketing en Allemagne et quand vous parle du management en Italie, vous êtes bien accueillis avec des formateurs, c'est avec des collègues qui viennent d'autres pays. Ça vous met tout de suite dans le bain de la globalisation et ça vous donne, c'est une vraie chance, Donc ça s'est relativement bien passé et c'était très généreux et tout à l'heure on parlait de Napoléon, mais ouais, quand vous êtes accueilli, quand on vous montre quand on vous montre une attention et qu'on vous donne des moyens de vous réaliser, c'est très chouette, très intéressant, très motivant. Philippe a intégré Abbott en 1999 et y a progressivement évolué, occupant d'abord des fonctions marketing, puis des postes de management de plus en plus stratégiques en France et à l'international, jusqu'à être nommé directeur de la division diabète en 2006. Quand j'ai été nommé directeur général d'une division, ça a été un grand moment d'apprentissage. Parce que on peut toujours être ambitieux, on peut toujours vouloir évoluer, bien sûr, prendre des responsabilités. Ça, c'est ce qu'on veut. Mais quand on obtient, là, c'est le grand vide. Quand on vous donne votre carte, c'est que vous avez le titre de directeur général. Quand on vous donne le plus grand bureau de l'étage, quand on vous donne les clés de votre nouvelle voiture de fonction, tout ça, ce sont les attributs, entre guillemets, un peu du pouvoir, mais encore faut-il l'assumer. Ça, c'est une étape qui est pas si simple. En tout cas, par rapport à ma personnalité, ma psychologie et mon background, c'était pas si simple que ça. De s'asseoir dans le grand bureau, de prendre des décisions, d'être au milieu, en fait, de tout un groupe de collaborateurs. Quand on arrive le matin, tout le monde regarde comment on est habillé, si on est sérieux ou si on sourit. On devient le centre de l'attention, ce qui n'est pas le cas quand on est dans un groupe de collaborateurs. Donc, il y a la fonction, il y a le titre, mais il y a aussi tout le jeu autour de cette fonction. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est pas quelque chose que l'on peut forcément anticiper. C'est quelque chose qui nous tombe dessus quand on a le job. Et c'est pas si simple à appréhender les premières semaines. Pas si simple. Mais oui, ça fait partie des choses, c'est vrai, qui sont pas forcément toujours discutées. Avoir la fonction et tout ce que ça couvre autour,
Bien sûr, lire un bilan financier, faire des prévisions de vente, animer des stratégies et des plans d'action, etc. Voilà, c'est des pratiques assez simples. Mais se mettre dans la position, accepter les regards, accepter les attentes, pas si simple au départ. En tout cas pour moi. Si tu veux, ma personnalité, je ne suis pas quelqu'un qui aime monter sur les tables, me mettre en avant. Je ne suis pas quelqu'un qui aime forcément parler de soi. Enfin, donc, bien sûr, quand tu es leader, tu es au milieu d'une organisation et tout le monde te regarde. Et ça, faut accepter le regard des autres. Faut accepter l'attention des autres. Donc c'est quelque chose que j'ai appris, en fait. J'ai appris et je vis avec. Et je le fais. Je le fais parce que ça fait partie de mes responsabilités. Un leader doit donner une direction, donner un cap. Quand il y a des décisions à prendre, on se tourne vers le leader et on attend que le leader s'exprime et tranche. Ça fait pas du tout partie de mon profil psychologique de base. Moi, je suis quelqu'un d'un peu effacé. J'aime pas être mis en avant particulièrement. Donc c'est quelque chose qu'on apprend et qu'il faut accepter, et ça fait partie du job. Mais pour tout te dire, au départ, j'ai été aidé par un coach j'ai été aidé par un coach pour ça, pour accepter le regard des autres, pour accepter cette position centrale qui fait pas forcément partie de mon naturel. Dans n'importe quelle fonction, et ça c'est quelque chose que je dis souvent à tous les collaborateurs avec qui je travaille, c'est que tu as une fonction de base, et après c'est à toi de la travailler, cette fonction. Je veux dire, avec de la curiosité, avec du travail, avec de la créativité, etc., une fonction, tu peux la doubler ou la tripler dans sa valeur ajoutée dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose, si tu veux, qui m'a toujours animé. J'ai toujours essayé de faire plus. J'ai toujours essayé d'apporter des surprises positives dans le cadre de mon travail et dans le cadre de mes fonctions. Donc, c'est pas vraiment la fonction, mais c'est ce que la fonction te permet de créer, de donner, d'animer, apporter de la valeur ajoutée, en fait, par rapport à ta fonction. C'est quelque chose je pense, qui est important. À suivre.